Bonjour, elle est illustratrice et écrivaine. Elle publie son deuxième roman aux éditions Argile, AATA. Elle s'appelle Annick Faure. Retenez bien son nom car elle commence à creuser son sillon dans le monde de la littérature de l'imaginaire. Elle va nous embarquer avec ce livre dans une histoire de navigation dans un monde totalement imaginaire. Annick Faure est l'invitée de Délivrez-vous. Bonjour Annick Faure. Bonjour, merci de me recevoir. Je suis ravie de vous rencontrer. On va parler, on va surtout décliner votre travail à partir de ce dernier ouvrage qui a paru en janvier 2025 aux éditions Argile. Alors, j'espère ne pas le dire bien, mais le titre c'est bien AATA, ou comment vous le Oui, dites c'est vous? ça, ATA. AATA, qui nous plonge dans un monde imaginaire, alors j'allais dire très différent d'une autre, mais pas totalement. C'est vraiment vous inversez les choses, vous inversez les rôles, vous donnez un pouvoir assez incroyable à la nature, qui a une place de fou dans ce livre-là. On verra comment vous avez, peut-être au fil de votre vie, eu des liens très forts avec la nature, avec la mer aussi. Ce livre qui questionne aussi l'exil, le rapport à la maternité, très fort, les différences et puis l'obligation de construire peut-être sa vie différemment. Un livre qui, si on va plus loin de sa propre seule narration, questionne peut-être les inquiétudes qu'on peut avoir face à la nature, les rapports qu'a l'homme avec les éléments autour de lui. Mais tout de même, regardez votre parcours très, très court parce que vous êtes très jeune, vous êtes illustratrice aussi, et ce livre-là est votre deuxième Oui, tout roman. à fait. Voilà. C'est par le dessin déjà que vous avez commencé à raconter des histoires? Oui, alors j'ai commencé à dessiner comme à écrire très jeune, mais c'est vrai que pendant longtemps, le dessin a pris une place plus visible et c'est plus rapidement par le dessin que j'ai commencé à me faire connaître, à être présente professionnellement aussi, vu que je travaille depuis beaucoup plus longtemps en tant qu'illustratrice qu'en tant qu'autrice. Et c'est vrai que ça a été depuis l'enfance un de mes premiers moyens de raconter des histoires. Effectivement, je remplissais des blocs de papier, de dessin, et il y avait vraiment des dessins qui se suivaient, qui avaient vraiment vocation à construire du récit. Qu'est-ce qu'ils disaient ces dessins? Qu'est-ce que vous disiez par le biais de ces dessins quand vous étiez jeune? Si certains thèmes reviennent comme ça maintenant. Je ne me rappelle pas vraiment de thème en particulier, mais je me rappelle que j'étais déjà très amatrice d'univers de ce qu'on appelle maintenant l'imaginaire, donc que ce soit l'univers des contes, tout ce qui était mythologie aussi. J'avais ma grand-mère qui était professeure de lettres, qui était passionnée de latin, de grec, de mythologie, qui m'a beaucoup présenté tous ces mythes. Et donc voilà, c'était ce rapport oui, à la magie ou aux figures divines qui peuvent habiter la nature aussi, c'est des choses comme ça qui étaient très présentes déjà. Mhm. Et à tel point que finalement, très vite, et c'est ce qu'on voit dans ce roman, la nature est personnifiée, la nature est Mm. vivante, la nature a quelque chose à dire. Donc ça, c'est quelque chose que vous dites. Alors, vous avez grandi en Oui, Nouvelle-Calédonie. Est-ce que ça a aussi un rapport? Parce qu'on ne peut pas ne pas y penser. oui, c'est évidemment fondamental, surtout dans AATA où les inspirations océaniennes sont beaucoup plus évidentes que dans mon précédent roman. En Océanie, il y a vraiment cette idée que la nature est habitée, qu'elle est sacrée, qu'elle est peuplée d'esprits, des esprits des morts, mais aussi d'esprits surnaturels, entre guillemets, et que les arbres, les falaises sont des éléments concrets du sacré finalement. Et la Nouvelle-Calédonie, c'est aussi une île avec une nature encore extrêmement préservée, extrêmement sauvage, même s'il y a les exploitations de nickel, il y a des questionnements sur la rencontre voilà, entre nature et technologie comme partout dans le monde, mais il y a aussi des espaces qui sont entièrement préservés avec cette nature, notamment cette végétation endémique
en Nouvelle-Calédonie qui est extrêmement puissante, magnifique, avec ses arbres, enfin les banians qui sont donc des arbres avec des systèmes racinaires aériens qui m'ont toujours fascinée, qui ressemblent à des palais vivants. Enfin, Alors on y vient parce que les ouais. racines, elles sont là. Oui, Et l'aérien, vous venez de dire un mot qui est important oui. même pour le livre, parce que tout devient aérien dans votre livre, Mm, même mm. l'océan, même la mer. Il y a quelque chose que vous inversez dans ce monde-là qui s'appelle la nuée. Peut-être nous le décrire, ce monde, parce que vous le ferez mieux que moi. Dès le départ, dès le prologue, vous nous plongez là-dedans, dans un monde auquel il faut qu'on s'habitue Mm, parce qu'il inverse les habitudes qu'on a, nous, les pieds sur terre, mm. la mer au bon endroit, les racines dans la terre. Alors, il existe des racines, comme vous le disiez, aériennes, mais là, vous inversez tout. Et décrivez-nous l'endroit où on va naviguer. Hmm. Déjà, c'est vrai que, enfin, dans la conception occidentale des choses, on est plutôt sur un monde de terre. D'ailleurs, on appelle notre planète la Terre. Là, c'est vraiment un monde de mer, la mer et la nature du monde. Et les îles sont des créatures vivantes qui vont habiter cet océan. Et donc, la nuée, c'est un univers qui découle d'une certaine façon des mythes de l'Océanie, notamment de la Polynésie. Je pense particulièrement aux mythes de création du monde, comme le mythe de Taaroa. Donc Taaroa, c'est le dieu fondateur, créateur du monde en Polynésie. Le monde que va créer Taaroa à partir de son propre corps est un monde qui est encore à l'état de chaos. C'est-à-dire que les éléments ne sont pas encore placés les uns par rapport aux autres. C'est-à-dire que la mer va flotter dans le ciel. La lune peut être aussi bien dans l'océan que dans le ciel. Elle va pas avoir encore un cycle défini. Et tout est encore comme ça mélangé. Et moi, cet univers-là, je le trouvais fascinant. Mm. Et je me demandais qu'est-ce que ça donnerait un univers comme ça dans lequel on vivrait en fait. Et donc c'est un peu ça le postulat de départ de la nuée, qui est donc un monde où j'essaie du coup d'expliquer un peu rationnellement ça, où il y a des astres très puissants qui, par phénomène de gravité, vont créer des marées tellement puissantes qu'en fait elles arrachent carrément l'océan au sol, et donc ces océans flottent. Ils vont se déplacer sur plusieurs niveaux. Il va y avoir des océans supérieurs, des océans inférieurs, sur lesquels on navigue par des ponts d'eau finalement. On peut passer sur les couches, donc c'est un peu comme des couches d'oignons mais d'océans. Mm. Et dans ces océans multidimensionnels, des îles vivantes existent et ont des racines qui les relient donc à la surface, aux profondeurs du monde. Et ces racines vont traverser ces différentes couches d'océan. Les îles vont être plutôt à la surface, et les gens vont vivre en symbiose avec ces îles qui sont aussi les rares espaces de stabilité dans ce monde qui est donc en constante métamorphose, en constant mouvement, toujours un peu sur le seuil de la destruction et de la reconstruction. Vous leur donnez à ces îles aussi le pouvoir d'accepter ou non qu'on vive Mm, mm. dessus, parce qu'on ne peut pas survivre sur l'île si on n'a pas quelque chose de particulier. Là Mm. aussi, c'est très, et ça démarre comme ça, parce que Oui. euh, votre héros navigateur qu'on va suivre, forcé à l'exil, lui, va mal naître, on va dire ça comme ça. Il est né en mer, donc je ne vais pas tout dire, mais il n'aura pas la possibilité d'avoir ce fameux Filament, ouais. filament Mm. qui lui permet de vivre sur l'île. Quand je dis que vous donnez un pouvoir à la nature, c'est Oui, le pouvoir presque de... c'est-à-dire que ce n'est pas l'homme qui décide de s'installer sur l'île, il faut mm. que ça soit Oui, accepté. oui, le filament. Donc, en fait, les îles, en fait, donnent effectivement un filament aux enfants qui naissent sur leur sol pour les reconnaître comme leur appartenant Mm. finalement. Et donc mon héros Aatea, qui naît en mer, ne peut pas recevoir ce filament et n'est donc pas reconnu pour une île. Et ces îles sont très toxiques pour les personnes qui n'ont pas reçu ce filament à la naissance, et donc meurent instantanément s'ils les touchent. Et oui, il y a vraiment cette idée que le filament, c'est une métaphore aussi directe des racines, de comment on fait société, comment on fait Mm. culture aussi dans un sol, et que c'est un lien très fort. Plus je vous écoute et en lisant ça, plus j'ai le sentiment qu'il y a quand même quelque chose qui fait aussi écho à notre façon de vivre ensemble, ce Mm. qui fait société, la notion d'appartenance, la notion de Oui. territoire. C'est presque des questions géopolitiques que vous soulevez. Oui, tout à fait. Et Ouais. même au-delà de la question de la géopolitique, je pense que c'est des questions individuelles qui peuvent être très profondes. Voilà, moi, je suis née en Nouvelle-Calédonie. La question de racines, d'où on Oui, vient, les oui, c'est origines. ça. C'est quelque chose qui est très important pour moi.
J'ai l'impression que mon imaginaire, même ma façon de penser est constamment habitée par les paysages de là-bas, a été façonnée par le fait de vivre sur une île, toujours au contact de la mer. Et maintenant, ça fait de longues années que je vis en France, donc dans un environnement qui m'était pas familier, qui le devient, donc on construit des racines différentes. C'est aussi une sensation de déracinement. Et je pense qu'on est tous habités par ces questions à notre époque où il y a beaucoup de déplacements. On est aussi encouragé ou en tout cas forcé de quitter les campagnes pour aller en ville, de s'arracher aussi à la terre pour des environnements plus artificialisés. Mmh. Une île, ça veut dire isolé. Une île, Oui. c'est quelque chose qui est isolé. Une île, c'est quelque chose qui est aussi enfermé par la Mhm. mer. Il y a quelques écrivains qui sont issus des îles et qui ont écrit beaucoup, ces questions et d'exil et d'enfermement. Mhm. Vous vous retrouvez, dans certains écrivains, vivants ou morts qui ont effectivement, été nourris par, le fait de vivre sur une île? Oui, forcément. Enfin, c'est des thématiques qui me parlent beaucoup. Après, là, chaque fois qu'on me pose cette question, évidemment, c'est le blanc total dans mon esprit, donc aucun auteur ne me vient et je sais que dans une heure, Ouais. j'y penserai. Mais oui, enfin, l'insularité, c'est un thème extrêmement important. Il y a beaucoup d'écrivains calédoniens aussi qui écrivent sur ce thème. Je pense à la poétesse Dewego Rodé, par Mmh. exemple, ou Mmh. euh, Ima Sango. Enfin, pour moi, les îles, c'est aussi des endroits où la terre s'oppose au vide de la mer Ouais. et toute la nature, tout ce qu'on voit hors de la mer se charge d'une intensité supplémentaire. Alors, il y a la mer MER et puis il y a la Oui. mer MERE, Mhm. parce que c'est aussi quand même l'histoire d'un garçon qui sera aussi rejeté par sa mère Oui. et obligé d'être sur la mer, qui va partir en quête de ses origines autres, en quête de ce que d'autres de ses ancêtres ont essayé de vivre. Ça aussi, c'était important pour vous. Oui, alors c'est des thèmes effectivement qui reviennent souvent dans mes écrits, aussi dans La Cité diaphane, qui est mon précédent roman. Ce rapport à la maternité ou à la filiation qui va être aussi une filiation pas forcément directe, mais une filiation construite parce que c'est au-delà de la figure, enfin du rapport entre Aatea et sa mère, il y a aussi le rapport que Aatea construit lui en tant que père de substitution avec une enfant et comment les racines d'un enfant aussi s'implantent en nous et nous transforment et vont changer. Ces objectifs, je pense que ça fait partie de liens de vie qui sont extrêmement forts et qui rejoignent cette notion de racines, mais racines d'humain à humain finalement et pas d'humain à une terre. Hein. Il y a aussi quelque chose de l'ordre de ceux qui sont choisis, ceux qui ne sont pas choisis, hein, ceux qui ont le pouvoir, ceux qui sont soumis, dans votre Mm. livre aussi, ceux qui sont rejetés par l'île, mais aussi par d'autres hommes. Il y a aussi cette question de servitude, de Mm. pouvoir. Ça vous questionnez ça aussi? Oui, oui. Après, j'écris toujours de façon très spontanée, très Oui. instinctive. Donc, c'est moins des questions qui sont réfléchies théoriquement, qui plutôt sont des réactions émotionnelles à ce que je peux constater du monde qui m'entoure et que je vais retranscrire indirectement. Mais à travers ATA, enfin, c'est vrai que la question de discrimination revient souvent, Mm. que ce soit de caste, de comment on met au banc des personnes et pourquoi on choisit de les mettre au banc et quels sont ces critères d'une certaine façon. Et ceci, enfin, ces critères changent totalement d'une société à l'autre dans les sociétés que rencontre ATA. Il y avait aussi cette idée de montrer que ces discriminations sont, voilà, sont très arbitraires en fait, et qu'elles ne sont pas justifiées par un état de nature qu'on pourrait invoquer. Plongé dans un monde imaginaire, vous le disiez, vous étiez fascinée par les Mhm. mythologies quand vous étiez petite. Mais est-ce que écrire via un monde imaginaire permet de tout dire et permet de se libérer totalement plutôt que si vous aviez écrit un roman non plongé dans l'imaginaire, j'imagine que ça permet peut-être de ne pas tout dire ou de ne pas explorer aussi profondément les choses. Je pense que toute littérature de l'imaginaire est effectivement une métaphore plus ou moins indirecte du monde réel. Et l'imaginaire, ça permet, voilà, de faire des pas de côté, d'exacerber des angles par rapport à la réalité et aussi d'avoir un peu de distance dans le sens où on va être sur des implications peut-être moins viscérales qui permettent voilà, d'explorer effectivement des sujets sous un angle plus philosophique, plus intime aussi. Mmh. Ça, c'est quelque chose que vous aimez faire parce que vous êtes finalement dans un festival de l'imaginaire, des Tout à mondes fait. Ouais. imaginaires. Vous en êtes heureuse d'être là, d'être peut-être reconnue parce que c'est votre deuxième roman, mais si je ne me trompe pas, le premier a été publié en poche. Ça veut dire qu'il a été vendu à quand même quelques exemplaires. C'est pas le cas de tout le monde. Donc vous êtes maintenant reconnue, entre guillemets, comme jeune autrice. Ça, c'est une fierté pour vous.
C'est une fierté, c'est surtout beaucoup de reconnaissance et de gratitude pour les personnes qui m'ont accompagnée sur ce chemin. Je pense notamment à mes éditeurs des éditions Argile qui donc ont publié mes 2 romans. Donc Xavier Dolo et Simon Pinel qui ont accepté justement ce premier roman d'une jeune autrice et aimé ma plume, les choses que j'avais à dire à travers elle et avec qui on construit maintenant une relation privilégiée. Avec je travaille aussi avec eux en tant qu'illustratrice et évidemment c'est un privilège d'être là dans ce festival, dans d'autres festivals également, de rencontrer les gens qui ont lu, qui ont été touchés par mon écriture et de pouvoir parler avec eux. Le dessin est là, Oui. le dessin est présent dans l'histoire, il est présent aussi dans le livre avec quelques illustrations de vous. Pour Mhm. quelle raison? Alors, j'avais déjà illustré mon premier roman, La Cité diaphane, et en plus avec un parti pris assez complexe, qui était de faire des gravures à l'eau forte, vu que je suis graveuse. Et ça a été évidemment très long et complexe, parce que c'est une technique qui demande beaucoup de manipulation, enfin beaucoup de préparation. Et je m'étais dit, oh, mon deuxième roman, je ne l'illustrerai pas, je laisserai juste parler le texte. Et en fait, évidemment, quand j'écris, j'ai toujours énormément d'images qui me viennent. Mon esprit bouillonne de paysages, de personnages, de leurs visages. Et finalement, le désir de retraduire une partie de cette matière-là est revenu. Mhm. Il y a effectivement des dessins magnifiques qui font se mélanger ville, corps, etc. Qu'est-ce que c'est que de trouver sa maison pour vous? Ah, question difficile pour moi. Je pense qu'il y a des endroits avec lesquels on résonne profondément. C'est probablement très souvent les lieux où on est né, où on a grandi, où on est familier de tous les bruits, de toutes les vibrations de cet espace. Et puis après, des fois, on s'installe quelque part et peu à peu, ces petites racines grandissent. Je pense que c'est aussi dans la familiarité qu'on va créer avec les gens, avec les paysages, avec les lumières d'un espace. Mm. C'est ça qu'on retrouve, hein. Oui, C'est tout à quand fait, même c'est ça. exactement ça. Couper ses racines, les voir grandir, se projeter. Et c'est ce que Là, je vis moi maintenant avec Paris, où je vis maintenant depuis plus de 10 ans, où progressivement, bah voilà, dans mon quartier, j'ai aussi un lien fort qui se crée avec cette ville, dans laquelle je vis. J'ai beaucoup d'amis, j'ai mon compagnon. Donc voilà, c'est aussi les chemins de vie qui nous amènent à faire souche à d'autres endroits parfois. mhm. Et la Nouvelle-Calédonie, dans votre vie aujourd'hui, c'est quelque chose qui est ancré, qui vous a Hmm. construite aussi, vous permet de nourrir aussi cet imaginaire-là. Elle est à quel endroit? Il y a encore des racines? Oui, 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 c'est quelque chose qui reste extrêmement important. Alors ces racines, je les vis plutôt à travers le manque ces dernières années, parce que j'ai pas eu beaucoup l'occasion de retourner là-bas. Et là, je commence à ressentir vraiment ce vide et cet appel d'y retourner. Et je sais que ça risque d'être aussi une expérience troublante d'y retourner, parce il s'est passé beaucoup de choses ici en Calédonie. L'île a beaucoup changé, a eu beaucoup de vécu, dont moi j'ai été séparée. Il va falloir aussi se reconnecter à ça. C'est pas quelque chose non plus qui est acquis pour la vie. Est-ce que la littérature, parce que pour certains auteurs ça l'est, est aussi le lieu d'une réparation? Sans doute, ou en tout cas d'une exploration dans un Mm. premier temps. Exploration même à la Jules Verne, parce que il y a aussi de ça, Oui, hein, bah, c'est aussi le voyage, hein. C'est ouais. vrai, c'est pas la littérature, surtout littérature de l'imaginaire, surtout avec des dimensions d'aventure comme ça, c'est pas que regarder à l'intérieur de soi, c'est aussi tout le plaisir de voyage mental, de ce qu'on appelle le sense of wonder Mm. en littérature de l'imaginaire, donc c'est de s'émerveiller des possibles en fait du monde. Ouais, c'est ça, des grandeurs du monde, parce que Oui, c'est ça aussi, hein, ce que vous nous montrez, c'est le plus grand que nous, oui, c'est oser le très grand, avec des connaissances, parce que pour écrire ce genre de choses, même si on est dans l'imaginaire, il y a un vrai travail, je crois, hein, de recherche pour oui. comprendre les océans, le système racinaire, etc. Les plus grosses recherches pour écrire ce livre, c'était surtout la navigation, vu que le Ouais. personnage est un navigateur, et donc il navigue à voile pendant une bonne partie du roman. Mm. Et donc pour que ce soit les termes de navigation, les manœuvres, tous ces éléments-là, ça a été beaucoup de travail de recherche, de souvenirs aussi de navigation quand j'étais enfant, et travail aussi en collaboration avec une navigatrice à voile qui m'a relu et accompagnée sur cette démarche. Après, pour tout ce qui est mer, végétation, j'étais plutôt dans une démarche poétique, Ouais. ou de vraiment essayer de faire ressentir cet état tout puissant de la nature inaltérée. La poésie a de la place aussi Oui. dans votre travail? Oui, oui. Mm.
Oui, bah, mes 2 premiers ouvrages, c'est des ouvrages qui étaient plutôt avec une portée poétique. Donc le premier, c'était Ta'aloa, donc qui est sur le mythe dont je parlais un peu plus Mmh. tôt. Et toujours, je recherche, de toute façon, même quand j'écris des romans, les sonorités, enfin une espèce de voix intérieure, de la retranscrire de la façon la plus juste possible. Quelle place du féminin et du masculin? J'ai trouvé que même dans les choix des mots, et même rien que Mm. enfin, il y a des choses que je trouve parfois très féminisées dans la Mm. façon d'écrire et d'autres très masculines. Est-ce que ça, c'est ma lecture ou c'est quelque Je chose me suis quand jamais même? posé vraiment cette question consciemment. Enfin, on va dire que les personnages de mes romans vont être dans des positionnements par rapport au genre qui sont assez indirects. Donc Oui, c'est c'est pas la base. non, mais c'est vrai qu'après j'essaie quand même d'accorder une place au féminin, enfin avec notamment ces figures maternelles qui vont être très importantes, assez particulières, mais ça va plutôt être de façon indirecte. Et le rapport au temps, parce qu'on ne peut pas naviguer ou être en rapport comme ça avec les océans et les marées sans avoir un rapport au temps. Hmm. Vous disiez, vous êtes graveuse, donc c'est un rapport au temps particulier. L'écriture a un rapport au temps Hmm. aussi. Quel est votre rapport au temps? Euh, Est-ce que vous laissez la place finalement au temps long? Pas autant que je l'aimerais, mais c'est quelque chose qui est important, effectivement, pour moi, de ne pas brusquer les choses, laisser les choses venir. Bah, enfin, ce roman, j'ai fini de l'écrire quand j'étais en résidence d'écriture sur l'île d'Ouessant, donc Ah, à oui, l'hiver, donc au sémaphore du Créache, donc au bord ouais. de la Mm, mer, mm. et dans une grande solitude, vu que j'étais très isolée même du village de Lampol à Ouessant, que je voyais peu de monde. C'était à l'hiver, j'avais juste ce rapport à la lumière, à la mer. Je pense que pour écrire, pour créer, on a besoin de cette élongation du temps, de creuser des choses qui sont intérieures. Le monde actuel n'est pas forcément très propice à ça. On est toujours en mouvement, toujours sollicité pour faire des choses. C'est un peu un contraste avec lequel je me débat régulièrement dans ma vie, avec bah, aussi les contraintes du métier d'illustratrice, de réaliser des couvertures pour tel ou tel éditeur, passer d'un projet à l'autre. Et c'est difficile, mais je pense que c'est très important d'essayer de trouver ce temps long et en même temps d'accepter le mouvement, parce que c'est aussi ça un des thèmes de l'ATA, c'est aussi les choses changent, on n'a pas forcément toujours de contrôle dessus et comment on les accepte. Et dès le départ, le mouvement est effectivement être aussi le mouvement qui s'impose Hmm. aussi à nous. Entre gravure et écriture, pas de choix pour l'instant. On continue à faire les deux. Oui, dessin, gravure, écriture, tout est très important et s'entre-nourrit pour moi. Donc, si possible, j'espère pouvoir continuer à faire l'ensemble de ces choses. Là, on le classe, ce livre-là, dans un livre des mondes imaginaires. C'est comme ça qu'on dit, parce qu'il y a des critères très larges hein, la littérature de l'imaginaire. Hmm. Fantasy, science-fiction, etc. Vous, on le place à quel endroit? Qu'est-ce qu'on dit, en fait, de ce livre-là? Justement, enfin, c'est un livre qui est assez difficile à Ouais. catégoriser parce qu'il y a certains éléments qui empruntent à la science-fiction, d'autres qui vont être plus fantasy. J'ai tendance à dire que c'est un livre de science-fiction écrit pour des lecteurs de fantasy. Alors ça, ils sont difficiles, les lecteurs quand même de fantasy et de science-fiction. Ça va, vous trouvez votre public au milieu Oui, de oui, et je ça? trouve que justement, dans les lecteurs de l'imaginaire, il y a beaucoup de gens qui sont très curieux, qui n'hésitent pas à faire des passerelles en fait, entre les genres, et c'est aussi très agréable parce que il y a un appétit pour plein de mondes et plein de regards très différents. Mhm. Et vous êtes lectrice de quel style de littérature? Est-ce que c'est vraiment aussi les mondes imaginaires ou Je lis vous lisez beaucoup tout? d'imaginaire, mais je lis aussi d'autres choses. J'aime beaucoup tout ce qui est littérature de voyage, par exemple, Mhm. la poésie. Après, je n'ai pas autant le temps de lire que j'aimerais, malheureusement. Mais Mhm. Et vous pourriez vous plonger dans l'écriture d'un texte qui ne soit pas de l'imaginaire? oui, c'est tout à fait possible. En fait, j'ai des projets qui ne sont pas de littérature de l'imaginaire, qui sont justement plutôt du registre de la littérature maritime ou littérature de voyage. Mhm. Cette couverture est assez incroyable. C'est vous qui l'avez choisie ou comment ça se passe pas toujours comme ça hein? Généralement, les éditeurs choisissent les couvertures, mais là, j'imagine que vous avez mis Alors, votre envie. Ah, pas directement. En fait, les éditions Argile travaillent pour toute leur couverture avec un illustrateur qui s'appelle Xavier Colette, ouais.
qui réalise l'intégralité des couvertures de la collection principale. Et donc c'est Xavier Colette qui a fait à la fois la couverture de la Cité Diaphane et d'Aratea. Avec l'éditeur, on lui donne quelques éléments qu'on aimerait avoir, les atmosphères qu'on souhaite. Et ensuite, c'est Xavier Colette qui est très libre de faire ses propositions. Elle vous plaît? Elle est magnifique. Elle est belle, hein? Elle est Ouais. très très belle et très évocatrice, parce que c'était aussi le fait de montrer que c'était un roman lumineux et que c'était voilà, justement quelque chose de très ouvert. Donc on va vers la lumière. Oui, et très, voilà, aussi cette dimension organique de la nature qui est présente. Vous faites partie des jeunes qui sont inquiets de l'avenir de l'environnement, la nature, etc. Ce qu'on appelle l'éco-anxiété chez les jeunes d'aujourd'hui. Je me définirais pas comme éco-anxieuse, parce que j'essaie d'être toujours justement dans une pulsion plutôt positive par rapport aux choses. Mais c'est sûr qu'on vit beaucoup d'enjeux en ce moment par rapport aux océans, par rapport au climat, par rapport à la préservation des espèces également. Et dans le Pacifique, on le voit très bien forcément, parce qu'on est aussi confronté, voilà, à des espèces marines qui disparaissent, à toute cette question de la montée des eaux aussi, de façon très directe pour certains de nos voisins dans le Pacifique. Après, j'essaie de ne pas être dans l'anxiété, mais plutôt voilà, de réfléchir à comment, en tant qu'humain, on peut tisser du lien émotionnel très puissant à la nature. Et je pense que quand on a ce lien, on a envie aussi de préserver les choses, parce qu'elles acquièrent une importance profonde. Et de le raconter. Merci beaucoup. Merci à vous.